m'appelle Jay, ça fait 7 ans que je bricole la ferraille. Avant j'étais ingénieur du son et DJ, mais on va dire que j'ai tout plaqué aujourd'hui pour bricoler la ferraille. Bonjour, alors moi je m'appelle Denis Hoquet, je suis originaire de Belgique. J'ai une formation de cuisinier, c'est ce que je faisais avant de découvrir la forge. Et comment j'en suis arrivé là? En rentrant de voyage, je suis passé chez mon oncle. J'ai découvert qu'il avait commencé à forger. Et je trouvais ça assez cool et tout ça. Puis en revenant en France, j'ai rencontré Jay qui m'a proposé de me montrer les bases de la coutellerie et je fais moi ok. Ce qui fait vivre l'atelier aujourd'hui, c'est la fédération de l'artisanat autour de la coutellerie. Donc autour de stages d'initiation, on fait de la démonstration sur les marchés, sur les foires, foires artisanat, certains marchés hebdomadaires locaux. On fait aussi de l'affûtage, de la réparation d'outils, de la fabrication d'outils de jardin. Je pense qu'en un mot, si on pourrait décrire l'atelier du trompe-l'œil, c'est un atelier d'expression artistique autour du travail du métal. Le damas, comme on le fait nous, c'est ce qu'on appelle un damas occidental. C'est-à-dire, on va jouer essentiellement sur l'esthétisme de la lame. En utilisant du 80e CV8 qui sera noir lors de la révélation et du 15N20 qui sera blanc brillant. On va le prendre sur champ, on va venir les replier sur elle-même pour former une sorte d'accordéon à l'intérieur du barreau, pour par la suite venir le torsaver et avoir ces petites flammes là qu'on va voir prochainement. Ce qui me plaît dans cette matière qu'est le métal, bizarrement, c'est que elle n'a pas vraiment de pitié. En fait, en gros, si tu n'as pas respecté ton protocole dès le départ, elle va vite te rappeler à l'ordre pour foirer ton truc. Donc c'est ça que j'aime bien, c'est qu'autant il y a des jours, tu vas bien réussir ton truc technique et tout qui va bien se passer. Et puis le lendemain, à un petit détail près d'un protocole que tu n'as pas respecté, et ça fonctionne pas, et en fait en gros tu te retrouves en bas de l'échelle. Donc ce qui est bien, c'est que ça fait beaucoup travailler l'ego. C'est que autant à des moments tu peux te retrouver un petit peu ouvert bien, et puis le lendemain je te replier sur toi-même à te poser la question, merde, pourquoi j'ai foiré, pourquoi j'ai fait comme ci, pourquoi j'ai fait comme ça. Donc là c'est une petite soudure qui fait des sièges. Elle n'a pas envie aujourd'hui celle-là. C'est pas grave, on va la retravailler, on va la remettre au fourneau.
Bah là, cette lame qu'on vient de terminer, elle a pour destination on va dire plutôt un gros salon dans le pays tiernois au printemps prochain. Là. Donc ça va être une lame, comme on a expliqué précédemment, qui est composée de 2 barreaux torsadés avec une lame centrale en damas explosion. Donc voilà, donc là on vient de terminer de polir un petit peu la lame. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va la tremper dans le petit bain d'acide afin d'avoir la petite surprise finale. La révélation. Moi je crois que là où j'ai le plus de créativité, c'est vraiment dans les mauvaises périodes. Dans les périodes les plus sombres, qu'on a tous, hein, bien évidemment. Et moi c'est vrai que c'est là où je vais vraiment puiser toute mon énergie créative. Et c'est vrai que pour ça, l'art est fabuleux. On a beau réussir à pas être dans un contexte social, pas forcément réussir à parler. Par contre, des fois, nos mains parlent d'elles-mêmes. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Il y a juste à regarder pour réussir à comprendre une personne. Moi, j'ai récupéré des vieilles gravures de mon grand-père. Et des fois, c'est fou parce que j'ai l'impression de me reconnaître dedans dans tout ce qui est univers artistique. Lui, il a réussi à créer une marque dans le temps qui a créé une identité en tout cas pour ses descendants. Sûrement d'autres personnes ont dû réussir à se reconnaître dedans. Moi, je me reconnais dedans, j'emprunte le même chemin parce que tout ce qui est métaux non ferreux, c'est vraiment quelque chose qui va me toucher droit au cœur. Vraiment envie de continuer dans cette lignée-là. En tout cas, son travail m'a vraiment donné une direction dans cet art. Faire une hache, c'est un exercice qui est extrêmement intéressant parce que du coup, on commence par faire un épaulement, après on vient faire un trou renflé, de ce trou renflé, on vient étirer les oreilles sur les côtés. Donc ce trou renflé, en fait, il va nous permettre de faire passer le manche à l'intérieur pour pouvoir tenir l'outil. Par la suite, on va étirer son tranchant, donc on va le dégorger un petit peu sur les côtés pour pouvoir avoir de la matière qui va s'étirer un petit peu. Et après, on va venir le trancher au milieu. On le tranche au milieu pour rajouter un tranchant en acier carbone, parce qu'en fait là sur cette hache en tout cas c'est un acier qui est un acier doux,
L'acier doux, lui, va permettre en fait d'amortir le choc. Et quand la hache va venir percuter dans le bois, étant donné que le tranchant est dur, on va avoir un meilleur taillon. Bon, on se rend compte que dans nos contrées montagnardes, en fait, il y a certains endroits où ils n'avaient pas forcément beaucoup de fer à disposition. Et du coup, ils récupéraient plusieurs fers de récup comme ça pour avoir beaucoup de matière. Ils venaient le souder à la forge. Et en fait, au final, donc, ils venaient faire un ou deux plis par-dessus. Et puis comme ça, ils avaient assez de matière en fait pour avoir, pour avoir une hache. Et c'est marrant parce que dans le Trièves, nous, on en a retrouvé quand même pas mal. On a retrouvé par exemple des ferrures qui étaient en damas ou des poignées de porte ou des choses comme ça. Alors bon, esthétiquement, on le voit pas trop, mais c'est juste assez marrant de se dire qu'ils n'avaient pas assez de matière et qu'en fait, ils étaient obligés d'utiliser cette technologie justement pour réussir pour avoir assez de matière pour qu'ils fassent leur truc, quoi. Ah, les Chinois, ça bosse? Ce travail est extrêmement intéressant au final, parce que ça n'a rien à voir avec notre pratique quotidienne, on va dire, de la coutellerie custom. Là, du coup, on part du principe, il a fallu qu'on mutualise déjà deux styles différents entre celui de Denis et le mien. Et du coup, qu'on réussisse à créer déjà un prototype, c'est-à-dire déjà un couteau qui existe déjà. Par la suite, reprendre les cotes, le remettre sur un plan en 3D. Donc déjà pour nous, c'est vrai que ça c'est assez nouveau déjà de travailler sur de la 3D, sur des mécanismes aussi donc avec des ressorts. C'est pas très complexe en soi, mais voilà, c'est une autre vision en tout cas c'est une autre vision des choses, quoi. Donc après travaille aussi avec notre prestataire qui fait la découpe, plus par la suite faire le montage. Alors Jay, qu'est-ce que nous avons au menu ce soir là? Alors ce soir, nous avons un petit triévois en entrée. Alors, Ça m'a l'air bien ça, dis donc. le menu se compose de deux petites platines, une petite paire de platines. Bien sûr que l'on va se poudrer d'une petite lame en 14C28N. Et pour le petit dessert, un petit ressort en Z20. Eh ben dis donc. Voilà mon petit Denis. Et la bouteille là? La bouteille. Cette bouteille-là? Et c'est la récompense.
Est-ce que tu veux que je te les coupe, mon petit canard? Non, je suis grand là. Merci.